pour quelques minutes ensemble et à titre provisoire. Ah, ce miroir, bien, je vais le regarder. Bon, j'y vois à peu près la même chose que depuis longtemps. Des touffes de paille en guise de sourcils, un menton en bec de canot, un teint de homard sous la bise. C'est Paul Guth qui écrivait ça en 1950. Quand il m'avait interviewé pour la première fois de ma vie que je rentrais d'un long voyage en canoë. Voilà, si on ajoute une belle paire de moustaches plus britanniques que gauloises, c'est ma tête, ça fait une gueule. Plus britannique que gauloise, les moustaches, parce que les Britanniques sont monarchistes, Oh, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir là-dedans, mais comme enfin, vous. oui, disons, bon, si vous voulez que j'ai la moustache monarchiste, il faudra tant mieux. Jean Raspail, vous êtes d'abord écrivain, Mm. aussi ethnologue. Vous avez été journaliste, vous l'êtes à l'occasion. Monarchiste, on l'a déjà dit 2 fois. Un peu moraliste quand même, hein. Vous en donnez pas mal de leçons. Vous êtes ou étiez un aventurier, car vous avez fait un certain nombre d'expéditions, de missions qui vous ont conduit dans le monde entier. Maintenant, sont, j'ai l'impression, plutôt les salons parisiens qui sont vos terres d'aventure. Et vous vous intéressez beaucoup aux civilisations, celles qui sont en train de mourir, en train de naître, etc. Alors, cher monsieur, est-ce que la France est une civilisation en train de mourir, Jean Raspail? Alors attendez, d'abord, permettez un tout petit rectificatif sur ce que vous venez de dire, cher Daniel. Je ne suis pas ethnologue. J'ai beaucoup voyagé, je me suis intéressé à des tas de civilisations en voie de disparition, mais comme ça, plutôt en amateur, en écrivain, pas en ethnologue, je ne le suis pas. Et deuxièmement, si vous connaissiez bien le milieu parisien, vous verriez que je ne fréquente pas tellement les salons. Au contraire, les salons m'assomment pas mal, hein. Voilà, alors maintenant, on va revenir à la civilisation française. En voie de disparition, rien ne disparaît jamais, définitivement, hein. Ça serait trop bête de dire cela, mais en voie de modification profonde, peut-être plus vers le bas que vers le haut, ça, c'était pas du tout impossible. Il y a des changements gigantesques dans des tas de façons, je ne sais pas, la langue, les façons d'être, la courtoisie, la culture, la curiosité, des tas de trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Vous changements. n'allez pas commencer par râler. Je ne râle pas, là. Bah Vous si, vous me dites posez que une ça va question, plus, que je la vous dis civilisation va plus, elle non, je vous s'éteint, ai dit elle va qu'il y avait des mal. changements, que peut-être c'était un peu plus vers le bas que vers le haut, sur certains plans. Peut-être que sur d'autres plans, naturellement, techniques, etc., on va vers d'immenses progrès. Ça, je n'en disconviens pas. Mais est-ce que c'est spécialement français? Ça, non. Mais est-ce que ce n'est pas passionnant, justement, que nous soyons dans une période incertaine? Oui, 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 oui. Voilà une question, comme dirait le ministre, voilà une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Euh, on m'a souvent demandé, question idiote d'ailleurs, vous n'allez pas me la faire, j'espère. Pourquoi pas? Bon, dans quel siècle auriez-vous aimé vivre? Bon. Alors, dans le temps, j'avais des réponses. J'aimais bien le Moyen Âge ou le XVIIIe siècle, des choses de ce genre, voilà. Et puis maintenant, je dis sincèrement d'ailleurs, très sincèrement, que la période où nous vivons, vous et moi en ce moment, et des millions d'autres Français, est tout à fait passionnante. Parce qu'on est en plein changement, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, et c'est quand même intéressant de regarder ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre moustache devant le miroir, Jean Raspail. Vous avez des reflets étonnants, argentés, gris et un peu blonds. Vous Hmm. vous teignez les sourcils, la moustache et le Me reste ou teindre, quoi? moi? Oh non. Ça, Non. jamais je ne ferai une chose pareille. Non, non, la teinte est complètement naturelle. Ma blondeur qui blanchit est naturelle. Ma moustache tire sur le roux maintenant. Non, non. On m'a souvent comparé à un colonel de l'armée des Indes.
Alors c'est pas mal. D'ailleurs, maintenant je râle et vu mon âge, je me dis que c'est plutôt un général, l'armée des Indes. Il faudrait me comparer. Blond aux yeux bleus, c'est exactement ce que vous vouliez être? Blond, oui, enfin ma blondeur n'est pas accablante ni comment dirais-je, très très marquée. Quant à mes yeux, si vous voulez bien les regarder, ils sont bleus mais ils tirent sur le vert. Voilà. Ça dépend de la lumière. Bon, ça me plaît beaucoup, oui, oui. Dans votre livre, le dernier, Sept cavaliers, un des héros a des cheveux blonds bouclés. Un journaliste, bien ou mal intentionné, a beaucoup fait référence à votre goût pour la blondeur. Vous savez, la petite blondeur arienne que certains ont aimée. Alors, vous avez un goût particulier pour la blondeur, Jean Raspail? Blondeur ou blondeur politique? Non, je n'ai pas de goût particulier pour la blondeur. Il y a des blonds, il y a des bruns, ça se définit comme ça. Maintenant, si je me penche sur mon propre, comment dirais-je, mes propres origines, pour ce qu'on peut savoir entre la vérité et la légende, j'ai toujours entendu dire dans le temps, dans ma famille, que nous étions d'ascendance visigothique. Voyez-vous, je trouve que c'est assez original. Alors, parce que ma famille est originaire, les Raspail sont contrairement à leurs apparences blondes, justement, parce qu'ils étaient tous blonds, grands, avec des yeux bleu-vert. De même, François-Vincent Raspail, mon arrière-grand-oncle, dont je suis le seul descendant portant le nom avec ma famille, était également grand, blond, etc. Vous avez bien compris qu'il y avait une arrière-pensée derrière cette question oui, bien ridicule entendu. sur la blondeur. Ces gens-là sont du Midi, et c'est le royaume visigothique qui a donné dans ce Midi-là pas mal de blonds, la fameuse blondeur toulousaine, qui n'a rien d'arienne, quoique les Visigoths étaient quand même pas mal ariens aussi. Voilà. Mais je vois, nous avons tourné autour du pot, là, voilà. Bah, sautons dedans maintenant. Voilà. Non, il n'y avait aucune intention dans mon livre. Ce journaliste a fait pondu une petite crotte sur mes jolies pages. Il a été le seul à le dire. Mais c'est-à-dire que comme vous avez un peu une image de vieux réac, plus vieux de réac, monarchistes, oui, bien sûr. on se dit, bon, bah, il aime bien le blond arien, il aime bien les ariens. Non. Et les idées qui vont avec. Non, non. C'est trop facile, ça. Non. Idiot. Je ne réponds même pas à cette question. Bon, d'accord. Alors, évitons de râler pendant toute l'émission. Selon vous, Jean Raspail... J'ai beaucoup râlé, là, déjà? Non, mais un peu bougon, déjà, sur la société actuelle. Ouais. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas du tout, selon vous? Les bas, comme vous dites. Vous dites la civilisation tend vers le bas. Oui, là, mais vous ne voulez pas que je râle et vous me demandez de vous dire ce qui ne va pas. Alors, écoutez, on ne va pas s'étaler sur tout. Il y a quand même deux choses qui pourraient être perceptibles à tout le monde et qui sont vraiment des éléments qui font le plaisir de vivre. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça, le plaisir de vivre. Hein? Bien. Eh bien, c'est deux choses qui fichent le camp. C'est d'abord la beauté de la langue française. Ça, c'est terrible. On va vivre dans un pays qui jargonne et l'oreille va s'abîmer. Bon, le plaisir d'entendre cette langue qui est quand même superbe, que je commence à massacrer moi aussi à force d'écouter les autres, n'est-ce pas? Parce qu'on a une oreille qui s'abîme. Bon, ça, c'est quelque chose qui change et qui est dramatique à mon sens, n'est-ce pas? Et deuxièmement, c'est la courtoisie dans les rapports humains. Voilà. Ce sont deux choses qui étaient typiquement françaises. Mais vous ne croyez pas que vous dites ça parce que vous avez un petit peu vieilli? Et qu'on ne parle plus maintenant la langue que vous châtiez lorsque vous aviez 30 ans? Non, je ne parle pas. Mais non, Daniel, je ne parle pas une langue qui est particulièrement châtiée. J'ai beaucoup de tics de langage. J'essaie d'en éviter certains, n'est-ce pas? Mais j'ai quand même un certain nombre de types de langage. Je suis un homme de mon temps. Bon, bien. Mais, vous voyez, je viens de dire bon, bien. Vous voyez, voilà un tic de langage classique. C'est vachement pas batte, ça. Oui, c'est dégueulasse. Eh bien, il y a quand même la langue doit évoluer, certes, mais elle doit évoluer avec sa musique et le sens des mots. Bien entendu qu'il faut faire intervenir certains mots nouveaux quand on n'en dispose pas. Mais quand on en dispose, autant se servir de ceux qui ont servi à cette merveilleuse chose qu'est la langue française. Voilà. Eussions-nous pu écouter un homme qui trouve aussi que tout fout le camp? Je me demande s'il ne s'est pas inspiré de vous en écrivant sa chanson. Mouloudji. Y a plus de jeunesse, y a plus de saison, y a plus de printemps, y a plus d'automne, y a plus de façon. Tout fout le camp, y a plus d'enfants.
y a plus de famille, y a plus de morale, y a plus de civisme, plus de religion. Tout fout le camp, y a plus de pognon, y a plus de pitié, y a plus de moisson, plus de charité, y a plus de joie de vivre, y a plus de gaieté, y a plus de travail, y a plus de santé, y a plus de chansons, y a plus de chanteurs. Y a plus de bonheur, y a plus de boxeurs, y a plus de boxeurs. Tout fout le camp, y a plus de français, y a plus de rosières, y a plus de fontaines, y a plus de chalets de nécessité. Tout fout le camp, y a plus de vrais hommes, y a plus de drapeaux, y a plus d'Afrique, y a plus de colonies, y a plus de boniche, plus de savoir-faire, plus de tradition, plus des affaires. À quoi bon se bomber, à quoi bon se monter, à quoi bon se gonfler, à quoi bon se bouger, à quoi bon rêver, à quoi bon se leurrer, à quoi bon se briser, le monde n'est plus ce qu'il était. Y a plus de bon air, y a plus de soleil, y a plus de chevaux, y a plus de romance, y a plus d'essence, tout fout le camp, y a plus de Paris, y a plus de Halles. Plus de bord de Seine, plus que des autres, plus que des problèmes. Tout fout le camp, y a plus de maison, plus que la télé. Y a plus de trottin, plus que du tapin. Y a plus de ténor, y a plus de louis d'or. Y a plus de conscience, y a plus des banques. Y a plus de bon pain, y a plus de fromage. Y a plus de bonne viande, y a plus de poulet, y a plus de vrai lait. Tout fout le camp, y a plus d'amour. Y a plus de serment, plus de clair de lune, plus de galanterie, plus que la pilule. Tout fout le camp, y a plus de ferveur, y a plus que du sexe, y a plus de dollars, plus que du pince-fesse, y a plus d'héros, plus d'héroïne, y a plus que du hache et de la morphine. À quoi bon de chanter, à quoi bon de crier, à quoi bon de clamer, à quoi bon de hurler, à quoi bon adorer la vie, à quoi bon qu'on se dit, à quoi bon puisque c'est fini, ou c'est peut-être moi qui vieillis. Mouloudji, vous ne pensez pas, Jean Raspail, qu'il exagère un peu ou vous êtes totalement d'accord? Non, il n'exagère pas. Et je pensais à découvrir cette chanson que je connaissais. D'ailleurs, elle n'est pas toute jeune, hein, je pense. Non, mais il le dit, il l'a écrit quand il a commencé à vieillir. Oui, mais qu'il est là pour nous rappeler au sens de l'humour quand même. Par ça, il n'y a plus de rosière, il faut quand même en convenir. Hein. Pour les fromages, je ne suis pas d'accord. Mais évidemment, il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux. Mais c'est toujours comme ça, remarquez. Je sais bien, Chateaubriand disait la même chose, pas comme Mouloudji d'ailleurs, mais dans les mémoires d'outre-tombe, il y a de longs passages de Chateaubriand où il se désespère en se prenant la tête entre les mains, en disant « Mon Dieu, les jeunes ne sont plus ce qu'ils étaient, où est la courtoisie, etc. » Et quand on connaît la courtoisie des jeunes gens du temps de Chateaubriand, qui employaient des subjonctifs et qui disaient « Madame à leur mère, c'est simplement pas, c'est pas parce que Chateaubriand vieillissait qu'il disait ça. Peut-être, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai dû penser ça assez tôt. Alors moi je sais pas, je vois les jeunes d'aujourd'hui, je les vois aimer autant Madonna que Beethoven, je les vois pleurer en allant voir des films qui sont romantiques, où il y a des sentiments que vous aimez, où il y a l'honneur, où il y a l'amour, où il y a l'amitié. Ça leur plaît beaucoup ce genre de film. Mais ça leur plaît, vous dites ça avec mépris. Non, pas du tout. Ah bon? Ah non, j'aimerais bien que... Oui, parce que quand je vais voir les films qu'ils aiment, ou qu'on aime... j'ai, 68 ans très récemment, et très souvent, je regarde autour de moi, je suis le doyen de la salle de cinéma, quasiment, de l'assistance, n'est-ce pas? Alors revenons à la jeunesse, parce que c'est quand même elle qui est importante. Oui. Est-ce qu'elle est si décadente que ça? Est-ce qu'elle est si idiote que ça? Non, mais c'est aussi un peu ce qu'il dit dans la chanson Mouloudji, la drogue, le sexe, et puis plus rien à côté. Et puis on a tendance à dire ça, hein, ici ou là. Les jeunes, c'est n'importe quoi, justement, il n'y a plus de courtoisie, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils n'aiment pas travailler. Est-ce que c'est pas un peu exagéré quand même tout ça? Et être exagérément pessimiste? D'abord, j'ai jamais écrit ce genre de choses. La jeunesse est extrêmement difficile à juger. D'abord parce que c'est un état, je vais être sérieux 2 secondes là, mais c'est un état transitoire. C'est quelque chose de très fugace. Donc, tout en accordant de l'importance, n'est-ce pas, à ce que pense la jeunesse, à ce qu'aime la jeunesse, à ce qu'elle dit, la façon dont elle se comporte, etc.,
il ne faut pas, comment dirais-je, en tirer des conséquences trop noires ou au contraire trop roses, n'est-ce pas? Parce que c'est un état transitoire et que, bon, après 25 ans, on pense un peu différemment. Donc, on ne peut pas juger l'avenir d'un pays et d'une population par ce que pense actuellement ou les goûts de la jeunesse. Bon, la jeunesse a toujours été emportée par des mouvements collectifs. C'est un peu d'ailleurs à peu près la seule chose que je puisse lui reprocher, c'est que c'est un état où on est pris par les modes, les tabous de pensée, les automatismes, etc. Mais voilà. ça, ce n'est pas vrai pour la période actuelle. On reproche justement aux jeunes de ne plus livrer aucun combat et de se laisser aller. Que c'est la bof-bof génération. Je n'ai pas tellement cette impression-là, parce que, comment dirais-je, il faut quand même qu'ils se battent, hein, il faut lutter pour arriver maintenant. Ça peut Mais l'air sont si des simple. Moi, luttes individuelles, j'aime plus mieux- collectives. Comment? Sont des luttes Oui, individuelles. peut-être, oui. La jeunesse, oui. Mais est-ce Ouais. que vous aimeriez, par exemple, avoir 15-20 ans, entre 15 et 20 ans aujourd'hui? Est-ce que vous Ah non, seriez heureux là, que je vous les offre, ces 15-20 ans? ça, je ne sais pas. Maintenant? Bon, je serais très content parce que ça me rajeunirait. Bon. Mais moi, j'ai eu 15-20 ans, une période qui était tellement exaltante. Je ne dis pas qu'elle était gaie, puisque j'ai eu 15-20 ans pendant la guerre, n'est-ce pas? Mais c'était tellement exaltant qu'on avait comme nourriture intellectuelle, si vous voulez, ou comme réflexion de pensée des événements considérables, gigantesques, n'est-ce pas? Tous les jours, qui n'ont qu'un rapport d'une mouche avec un éléphant, avec ce qui est comment dirais-je, la nourriture de l'information actuellement, vous comprenez? Alors, c'était une période extraordinaire. Alors, je me garde cette jeunesse-là dont j'ai beaucoup de souvenirs. Vous ne dites pas comme certains, il faudrait une bonne petite guerre aux jeunes pour comprendre ce que Non, c'est ça, la vie. Non, ça c'est une connerie, alors. Bah, elle circule, celle-là. Hein. Oh, bah, ça a toujours été comme ça, on a toujours raconté cette histoire-là. Moi, j'ai pas fait la guerre. Et de mon, je le regrette d'ailleurs, mais je pense pas que c'était indispensable pour ma formation. Jean Raspail, votre famille était très traditionnaliste, elle était Oui. catholique. Vous Oui. avez suivi des cours dans un certain nombre d'institutions Religieuse, oui. religieuses. Oui, qui sont souvent séparées de moi d'ailleurs. Mais vous auriez pu devenir un anard, rebelle, agnostique, et pas du tout. Vous poursuivez un peu l'éducation que vous avez reçue, un petit peu, et vous êtes quand même plutôt conservateur que complètement rebelle, à moins que vous cachiez bien tout ça derrière vos moustaches. Ouais, derrière mes moustaches, ça sert beaucoup, oui. On a dit, quelquefois, je suis d'accord là-dessus, que j'ai quand même un peu des sensations d'anarchiste, de droite, si vous voulez. Mais il y a des tas de choses qui me font bondir et qui ne sont pas d'un conservatisme pur. Là où je suis... D'abord, je ne suis pas conservateur, je suis réactionnaire, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Mais comment dirais-je, mon éducation catholique, c'est vrai, et j'en suis très content d'ailleurs, ce sont des bases, n'est-ce pas? On est le résultat d'un certain nombre de strates qui s'entassent les unes sur les autres. La première est une forte strate catholique, tant mieux. Tant mieux. Anarchiste, vous l'êtes un peu, monarchiste, vous l'êtes beaucoup. Ça va ensemble? Ça peut aller ensemble? Ça peut aller ensemble parce que la monarchie n'est pas un système politique. La monarchie n'est pas une idéologie. La monarchie n'est pas comment dirais-je, un ensemble. C'est le dépassement vers le sacré de la fonction de gouverner. Voilà. Mais la monarchie peut s'exprimer d'un certain nombre de façons. Il faut quand même que je vous rappelle, cher Daniel, que vous savez naturellement que nous avons passé 200 ans en République, mais le reste du temps en monarchie, que plus de la moitié des pays qui composent la fameuse Europe, la moitié,
Et si vous comptez Luxembourg, vous en avez un petit peu plus, sont en monarchie, dans des formes de monarchie qui sont différentes, où les pouvoirs sont variables. Voilà. Des monarchies quand même plutôt constitutionnelles. Oui, Pas certes, vraiment les certes, monarchies certes. que nous avons connues jusqu'à Louis XVI. Certes, certes. Vous écoutez, c'est un prince, un grand prince, un très grand prince pour la jeunesse. Bonjour Jean. Je suis pervers, belliqueux, salaud, lâche, infidèle et égoïste. Sur moi, tu te fais des illusions. Je suis la nature profonde de l'homme, Jean. Je suis donc toi, n'est-ce pas ? Alors, c'était pas le prince auquel je pensais, mais il vous dit, et tant pis, la question n'est quand même peut-être pas complètement ridicule, il vous dit un peu, mais vous luttez contre moi, la nature humaine, ce jeune homme, car nous sommes salauds, nous sommes égoïstes, nous sommes lâches, nous sommes tout cela, et vous, vous avez des idées qui sont merveilleuses, ce sont des idées que l'homme soit fait d'honneur, plein d'orgueil, que ce soit des beaux sentiments, vous êtes complètement à côté de la nature humaine, dans ce que vous revendiquez, Jean Raspail. Non ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai vu, vous parliez de cinéma et de jeunesse il y a 5 minutes. Hein. Je me souviens avoir vu le Crabe-Tambour de Schoendorfer il y a déjà quelques années. Hein. Je pense que c'est un film qui a 15 ans, mais qu'on redonne assez régulièrement et qui continue à passer. Et je me souviens de m'être trouvé avec toute une salle de jeunes gens. Et dans ce Crabe-Tambour de Schoendorfer, il y a un certain nombre de sentiments que Schoendorfer illustre toujours, qui sont les sentiments d'honneur, de fidélité, de parole donnée, de patrie, etc. Tout ce que vous aimez. etc. Bon. Eh bien, la salle était pétrifiée. Ce sont des choses qui vont quand même au cœur de la jeunesse. Quand elle est dans une salle Et parce noire, que ce sont des belles idées. Oui, Mais la réalité humaine, elle n'est pas celle que et vous moi, rêvez. je ne suis pas chargé, je suis romancier, je suis vous pas êtes du tout idéaliste, chargé. alors. Mais bien sûr, je ne suis pas chargé. Je Utopiste. n'ai pas du tout envie de décrire la nature humaine, moi. Non. J'ai écrit, dans 7 cavaliers, il y a quand même des tas de choses qui sont décrites et qui ne sont pas très Non, la société dont vous parlez au départ n'est pas très belle, mais Ouais. les cavaliers, c'est une belle idée. Ben Partir. On ne sait pas pourquoi, mais partir au service d'eux, ça c'est magnifique. Non mais vous, petit être humain, romancier de 1993, ça ne vous gêne pas d'être un homme comme les autres ? C'est-à-dire d'avoir vos égoïsmes, votre vie, vos problèmes, d'être peut-être lâche dans certains... Vous n'êtes pas un chevalier, vous n'êtes pas un héros, Jean Raspail. Vous n'êtes pas les gens que vous admirez. Non, mais comme... Ça non, vous gêne pas de n'être pas ce que vous aimeriez être ? Mais, écoutez, ça, il y a 2 réponses. On peut faire 2 réponses là-dessus. C'est que le romancier n'est pas forcément identique au personnage qu'il décrit ou qu'il aime ou qu'il met en valeur à ses héros. Premièrement, ça c'est une chose. Et que deuxièmement, il serait bien difficile dans le monde actuel d'incarner ce genre de personnage. L'occasion ne m'en est jamais venue. Est-ce que si elle était venue, j'en aurais été capable ? Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas le droit ou le goût, surtout de me raconter de belles histoires. Voici le vrai prince. He was trying to rest y'all when he heard the sound.
trouvez, Jean Raspail, que nous sommes en décadence en ce moment? En écoutant ça, Non, mais pas que ça, mais maintenant, la société d'aujourd'hui. même, Confusion de valeurs, qui est qui fait quoi, plus de Oui. héros, plus de principes. Oh, si, C'est ça la il décadence? doit y avoir des héros quand même. Hein. Bon, la décadence, la décadence. Vous me ramenez toujours là-dessus, n'est-ce pas bon. Alors, dans ce genre d'émission, il est quand même assez difficile souvent d'aller au fond des choses. On n'est pas là pour ça. Mais vous voulez que je vous dise ce que je pense? Il va y avoir 2 sociétés en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays occidentaux. Il va y avoir une société peu nombreuse qui comprend tout, cultivée, etc., qui conservera un certain nombre de valeurs en tout genre, modifiées naturellement, hein, bien sûr, tout ça se Adaptées. modifie, adapté, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, la connaissance surtout, le goût, la culture, les postes, et tout. Et puis il y aura une société complètement décalée, qui parlera un jargon que les autres comprendront de moins en moins, et qui sera la plus nombreuse. Nous allons vers une société à deux classes. Alors, est-ce Voilà. que cette société n'existait Vous savez- pas au moment de la monarchie? Il y avait la cour et certains grands bourgeois qui savaient tout, comprenaient tout et utilisaient le pouvoir Dans pour un les sens, servir. dans un sens, vous Et puis n'avez il y pas avait la, tort. la Oui. paysannerie, les tout petits Dans bourgeois. dans un qui- sens, vous n'avez pas tort. Mais c'est même étrange de penser qu'après 2 siècles d'éducation pour tout le monde et d'égalité, de fraternité et de liberté, on en arrive peu à peu à la même chose, mais avec des motifs beaucoup plus graves et des critiques que l'on peut faire dans la mesure où justement cette société, par tout ce qu'elle avait de révolutionnaire et de généreux à certains moments, va finalement engendrer une situation de ce Identique, genre. mais le résultat n'est Voilà. quand même pas beau. Le résultat n'est pas beau, sinon que vous ne pouvez pas comparer ce qui n'est pas comparable, c'est-à-dire une société en 1785 et une société maintenant. Ça n'est pas possible. On a le tort tout le temps de vouloir juger les siècles qui nous ont précédés avec des mentalités et des concepts de maintenant. Mais aujourd'hui, Jean Raspail, il y a la radio partout, il y a les journaux. Non Tous seulement les il y a la Français radio, il peuvent y a la être télé. informés. Il y a Oui. l'école de la République, et puis il y a l'école de l'éducation nationale, il y a les écoles privées. Il y a un moyen d'accès extraordinaire à l'information, donc à la connaissance, donc à la liberté. Il n'y avait pas ça à l'époque de la monarchie. Alors en quoi est-ce que la société que nous vivons là est, comme vous le dites, à 2 vitesses? Parce que tout le monde a accès à l'information, il y a égalité devant ça, à la formation. Oui, je sais bien. Peut-être que c'est la qualité, comment dirais-je, la qualité des hommes qui ne suit pas. Peut-être que les êtres humains ne méritent pas tout cet extraordinaire progrès qui leur tombe dessus. C'est pas qu'ils ne le méritent pas, mais peut-être ça les laisse abasourdis, ils sont plus capables d'y entrer. Pourquoi étiez-vous sur la place de la Concorde en janvier? Le 21 janvier, Oui. à 10h22. Oui. Oui. Eh bien, pour commémorer le bicentenaire de la mort de Louis XVI, avec le comité que j'avais fondé. 2 siècles après, vous ne pensez pas qu'il y avait autre chose à faire ce jour-là? Ah non, ce jour-là, il n'y avait que ça à faire. Il n'y avait que ça à faire. D'autant plus que les commémorations officielles du bicentenaire ayant choisi d'ignorer complètement cette date qui est quand même une date majeure, c'est le tournant de l'histoire de France. Enfin, Oui, le mais sang du roi. je reviens, c'était il y a 2 siècles. On a la France d'aujourd'hui à Et construire. alors, les droits de C'est l'homme. pas en allant On se vous parle souvenir des de droits Louis l'homme. XIV, Pardon, de Louis cher Daniel. XVI. Oui. Pardon, cher Daniel. Combien de fois, à votre avis, dans une journée, vous entendez le mot droit de l'homme? Je dirais, moi, 4798 fois à peu près. Hein. Il n'y a pas un homme politique, même tapis, c'est-à-dire de ce mot-là, il n'y a pas un homme politique qui fait une déclaration quelconque sans faire référence aux droits de l'homme. Et pourquoi pas? Moi, je ne suis pas du tout contre les droits de l'homme. Bon, les droits de l'homme, hein, c'est 1790. Bon, on en a fêté le bicentenaire. Bon, je trouve que le bicentenaire de la mort du roi avait autant d'importance. Quel rapport avec les droits de l'homme? La mort d'un homme. C'est pas la mort d'un homme, c'est la mort de tout un système. C'est la mort du sacré dans le pouvoir. C'est la coupure de cette sorte de lien spirituel
qui liait le pouvoir au peuple. Mais je ne voudrais pas C'est offusquer ça. nos amis britanniques, mais vous parlez de ce pouvoir divin J'ai extraordinaire pas parlé d'un qui pouvoir était divin, lié j'ai parlé d'un lien à Louis XIV, divin. mais Élisabeth II, en dehors de ses problèmes avec Diana, quel pouvoir divin. Puis-je avoir une minute pour raconter une toute petite histoire? Le prince Charles est venu, le prince Charles d'Angleterre, est venu, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 ans en France. Il avait été interviewé à 7 sur 7 par Madame Anne Sinclair, qui était visiblement très, très contente de le recevoir. Bon. Et à un moment, il lui pose la même question et elle lui dit, écoutez, monseigneur, vous ne trouvez pas que la royauté en 1990, ça tient debout? Et il lui a dit, Madame, je dois vous rappeler qu'il y a quelque chose de sacré dans le principe royal. Alors moi, j'étais dans mon fauteuil, je me suis levé, j'ai dit, merci monseigneur. Il avait tout dit. Elle était convaincue de la réponse. En tout cas, elle ne l'a pas critiqué. Jean Raspail, nous allons vous faire plaisir. Nous allons écouter maintenant un tout petit extrait du Kyrie de la messe du sacre de Louis XVI. Le sacre de Louis XVI eut lieu le 10 mai 1774. C'est un extrait d'une œuvre composée par François Giroud. Puis nous allons consacrer encore quelques passages musicaux ou autres à Louis XVI. Voici pour le sacre. Et maintenant, le début des ennuis. Nous avons retrouvé, c'est une exclusivité mondiale France Inter, un document enregistré à l'époque du début des troubles de Louis XVI. Lève-toi, citoyen capet, au nom du peuple français. La Convention a décidé de te juger. Choisis toi-même tes défenseurs, pendant qu'il en est temps, pendant qu'il en est l'heure. La justice est en marche, et plus rien désormais ne peut l'arrêter. Réponds à l'acte d'accusation. Réponds de tes crimes contre la nation. Tu as fait répandre le sang de citoyens français innocents. Tu as pactisé avec l'étranger en secret. Tu as cherché à comploter avec Talleyrand, avec Dumouriez, comme prouvent les papiers qu'on a découverts dans l'armoire de fer. Réponds à l'acte d'accusation. Réponds de tes crimes contre la nation. Ça vous fait rire, Jean Raspail. Et on termine. Tout le rythme, oui. Le rythme. Ah, pas mal quand même. Ouais, ouais. Alors, on termine. Ça ira, c'était mieux hein, comme musique. Vous hein. n'êtes pas le Ça ira. seul à aimer Louis XVI, il y en a quelques-uns avec vous, et puis il y a eu Luigi Cherubini, qui a écrit un requiem en la mémoire de Louis XVI, un extrait écrit en 1816.
d'Espagne, vous avez 2 rois dans votre vie. Louis XVI, on n'en parle plus. Et un autre, il a été roi quelques jours seulement, un sacré mégalo, un plouc du Périgord, devenu, après un grand voyage à travers l'Atlantique, roi de Patagonie. Alors vous êtes allé un roi en de tragédie, Patagonie. Louis XVI, et un roi de fantaisie, Antoine de Tounain. Alors vous y êtes allé, parce que vous avez fait Ah plusieurs oui. expéditions. En Oui, 1950 oui. Ouais, c'est et un, ça. vous êtes allé là-bas. Oui. Et puis alors après ça, je ne sais pas ce que vous avez écrit un livre qui a été couronné. Vous avez planté le drapeau sur une île anglo-saxonne, un caillou. Oui, vous êtes très renseigné, etc. oui, les Minquiers, oui. Mais alors pourquoi cet amour pour cette terre lointaine? Et puis, en fait, votre respect total pour ce type qui est un avoué, qui a quitté la France et puis qui, tout d'un coup, s'est dit je vais devenir roi, quoi. Ouais, c'est quand même l'histoire de Kipling, l'homme qui voulait devenir roi. C'est un thème littéraire. Et ce qui est étonnant, c'est que cet homme, Tounain, a voulu ce dépassement de lui-même et illustrer ce thème littéraire qu'il ne connaissait pas d'ailleurs. Il est parti comme ça en disant je vais être roi. Il faut quand même savoir que quand il est parti en 1860, il était tout seul, ses copains l'avaient lâché. Il s'était fait faire un bel uniforme avant de partir de roi, n'est-ce pas? Il avait fait fabriquer 3 drapeaux, il avait choisi les couleurs lui-même, bleu, blanc, vert. Il avait fait une constitution, il avait emporté des exemplaires imprimés. Puis après, il le avait fait faire bateau et le Chili, l'Argentine. des décorations. Ouais. Après, il est parti Chili, en Argentine, il était allé voir les Indiens qui commençaaient à être en guerre avec les Chiliens et les Argentins. Les Indiens de Patagonie, c'est dans le sud, n'est-ce pas, d'Amérique latine. Et il est arrivé, et comme il avait quand même un culot monstre, et surtout il était mégalo, il a dit je suis votre roi. Et pendant quelques semaines, les Indiens l'ont suivi, l'ont cru. Et il a nommé un gouvernement. Il y avait un ministre des Postes, il n'y avait pas de poste. Il y avait un ministre des Finances, il n'y avait pas de finances, etc. C'était dans sa tête, mais il a concrétisé ce rêve. Alors, est-ce que c'est le type de héros que vous aimez? Parce que ce J'aime- sont aussi des mégalos oui. très dangereux, ces Non. gens-là. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Antoine de Tounain, c'est que c'est une sorte de héros. Il est à la fois, il est tragicomique. Il est comique par ses prétentions et tragique par son destin, puisqu'il a été arrêté, trahi. On lui a fait un procès, il est mort dans la misère, etc. Et c'est aussi cette majesté de dérision, quelque chose d'extraordinaire, parce que l'homme est grand en lui-même, il est le roi en lui-même. Antoine de Tounain, le roi de Patagonie, superbe, mais tout le monde se fout de lui. Tout le monde se sert de lui, s'amuse de lui. Quand il est rentré en France, on l'a pris pour un bouffon. Voilà. Mais vous auriez, et ça c'est ce que vous avez raté en fait Ouais. dans votre vie, vous n'avez pas trouvé le petit territoire pour devenir roi, Oh, je n'ai pas cherché, ça, je ne suis pas mégalo. contrairement aux autres. Mais en même temps, avoir son petit royaume à soi, impliquer ses règles, installer les choses, c'est ça ou conquérir. Vous aimez l'idée de conquête. Dans l'idée de conquête, Oui, il y a bien l'idée que nous soyons dans hein un siècle où il n'y a plus de conquête possible. C'est peut-être pour ça que peut-être ça tant tourne mieux, si non? mal. Ça fait Ah, quelques c'est dommage. morts, les conquêtes, non? Oui, le tout fait des morts. Hein. Hélas. Ah, vous nous souhaitez une bonne petite conquête, alors? Non. Il a eu sa vengeance avec la guerre, Daniel. Bon, non, c'est pas une bonne petite conquête, mais je crois que des petites conquêtes non pas seront nécessaires, mais tomberont sous le sens dans les siècles à venir. Vous avez été consul, Général. ça c'est pas mégalo, c'est vous qui vous êtes nommé Consul général, oui. de Patagonie. De Patagonie, Alors oui. je vous prie de vous lever, de vous mettre au garde à vous. Voici l'hymne. Mais vous vous levez aussi, alors. Voilà, c'est vraiment une très jolie musique. Je signale que vous êtes vraiment levé dans Oui, le vous studio. aussi. Cette musique a été composée en 1863. Alors tout ça c'est terminé. On oublie les rois que vous avez aimés. Nous avons un roi en France extraordinaire, le président Mitterrand.
Et on parle beaucoup du principe monarchique qu'aurait le président Mitterrand. Moi, je n'ai rien vu de tout ça. Il n'y a absolument rien de sacré dans la personne du président Mitterrand. Donc, pour moi, il n'y a pas du tout de principe monarchique. Hier, Henri Tachant nous disait j'écris mes petites chansons d'abord pour moi, pour crier pour moi, pour marquer un moment de ma vie, etc. Vous, un livre, c'est plus long à écrire, mais est-ce que c'est la même idée? Vous écrivez pour vous, ou vous avez à travers tous ces héros dont vous parlez, toutes ces terres, etc. Vous avez quand même une forme d'engagement permanent, une volonté de changer les choses, etc. Oui, il y a une constante. Mais j'écris pour moi aussi. Il faut évidemment tenir compte quand même des lecteurs. Quand on a un groupe de lecteurs important, on ne peut pas leur servir n'importe quelle pitance. Ils seraient très étonnés, n'est-ce pas? Et j'ai pas envie de servir de pitance de toute façon. Et je n'écris que quand je suis sous-tendu par une idée. Je ne saurais pas faire de livres inutiles. C'est peut-être de l'orgueil, de l'ambition, une certaine vanité, comme vous voulez, mais livre inutile, non. Elle est très très belle. Vous l'écoutez? Bonjour Jean. Tu es un aventurier, tu as de l'expérience, du charme et de l'argent. J'ai envie d'être ta nouvelle aventure. Je suis jeune, naïve, volontaire et belle. Quand est-ce que tu me montres ta collection de soldats de plomb, Jean? Est-ce que tu me montres la collection de soldats de plomb? Oui. Ouais, c'est vrai que j'ai une collection de soldats de plomb. Pour l'argent, elle exagère un peu, cette jeune personne. Mais une des dernières aventures possibles, pour vous, ça pourrait être ça? Partir avec une jeune femme? Non. Non, il y a un âge pour tout. Et je n'ai pas beaucoup... je ne veux pas me juger aussi là-dessus. Hein. On aurait tendance à juger à tort et à travers. Mais je n'aime pas beaucoup ces messieurs d'un âge certain ou d'un certain âge... qui refont théoriquement leur existence avec de toutes jeunes personnes. Esthétiquement, ça ne me plaît pas. Elle a raison quand elle parle des soldats de plomb qui sont chez vous. Oui, bien entendu qu'elle a raison. Oui, vous êtes un collectionneur. Je suis un collectionneur de bien d'autres choses aussi. Vous faites votre guéguerre sur votre moquette à Neuilly? Non, c'est dans une vitrine. Mais quand je nettoie mes soldats de plomb une fois tous les 2 ou 3 ans, parce que c'est très long, alors en effet, là, je les installe sur le plancher, par terre, et ça fait de gigantesques dioramas superbes. Et vous vous prenez pour un chef belliqueux? J'ai un non, je ne me prends pas pour ça, mais j'ai quand même un petit côté un peu juvénile dans tout ce que je suis et tout ce que je fais. Anou, il disait, je vais vous dire ce que vous êtes, Raspail. Ça veut il me disait ça il y a une dizaine d'années. Vous êtes un enfant. Pourquoi pas? Lorsque vous avez commencé à voyager en 1950, il y avait encore des terres inconnues. Maintenant, en 1993, il y a des satellites. Il n'y a pas un mètre carré qu'on ne puisse observer. Oui. Alors, l'aventure, elle n'est plus là. Il y a d'autres aventures. Nous avons reçu la semaine dernière un astrophysicien. Pour lui, l'espace est une aventure. Il y a des médecins dans le domaine des gènes, la biologie, c'est une autre aventure. Est-ce que ce sont des domaines d'aventure qui vous intéressent, ou vous, c'est vraiment marcher et marcher sur des territoires inconnus? C'est-à-dire que moi, j'ai mené ce genre d'aventure après la guerre, quand ça existait encore, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'il y avait des pointillés sur la carte, sur les cartes de Terre de Feu, par exemple, toutes les îles étaient en pointillés. Vous avez fait remarquer que les satellites suppriment tous les pointillés, on sait tout maintenant. Alors il est certain que l'aventure est ailleurs, vous venez de le citer. Mais ce n'est pas ma curiosité à moi. Je ne suis pas un scientifique. En plus, l'espace est quand même une aventure collective. C'est pas quelque chose qui est véritablement personnel. Alors vous êtes un aventurier, mais sans aventure possible maintenant. Plus de femmes, pas par les femmes. Plus d'espace, plus de marche, plus de territoire. Quel type d'aventure pouvez-vous encore vivre, selon vous? Vous avez schématisé un peu vite, quand même. Il nous reste peu de temps. C'est pour ça. Plus de femmes, j'ai la mienne. Non, mais je parle de nouvelles aventures, nouvelles ouais. conquêtes. Ouais. Qu'est-ce qui est possible pour vous encore maintenant? Maintenant, écrire, c'en est peut-être une encore, écrire, non? et puis l'aventure est intérieure, et même, vous savez, quand on voyage, on transporte son univers avec soi. Moi, je retourne en Patagonie, au détroit de Magellan, au mois de février. C'est une aventure pour moi, de nouveau. L'aventure, c'est dans la tête. Hein. Dans votre tête, il y a beaucoup de moulins à vent. Il y en mal, avait oui. aussi dans celle de Brel, que nous devons écouter. Rêver un impossible rêve
rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Jacques Brel, La Quête, Jean Raspail. Il n'y a pas 3 chansons comme ça dans le monde contemporain. Extraordinaire. Et puis c'est Don Quichotte aussi. C'est Brel et c'est Don Quichotte. Don Quichotte, c'est vraiment l'anti-héros éternel. C'est superbe. C'est un rêveur, Oui. comme vous, comme Tachant hier, qui nous a parlé si bien de Brel. J'ai entendu. Hein. Alors, anarchiste, vous, un peu comme Tachant, rêveur aussi. Est-ce que vous êtes nostalgique? Parce que aimer Louis XVI, vénérer la monarchie d'il y a 2 siècles, regretter la France qui parlait bien et qui parle mal maintenant, j'ai quand même l'impression que vous avez un pied derrière, mais bien ancré derrière. Hein. Alors je vais vous dire, j'ai un pied derrière, bien ancré derrière, et j'ai un pied devant, mais il est très loin devant. Parce que j'ai Et vous quand marchez même... comment dans tout ça? Eh bien, je me débrouille. J'ai quand même écrit un certain nombre de livres où, comment dirais-je, j'anticipe. On me les a d'ailleurs assez reprochés, bien que les choses se passent presque comme je les ai écrites. Pas nostalgique alors? Non. Oui, nostalgique de certaines choses, certainement. Pourquoi Vous savez, c'est un beau sentiment, la nostalgie. Nous avons commencé cette émission en parlant de civilisation, de la nôtre et d'autres. Quelle civilisation de l'histoire auriez-vous aimé voir naître? Je sais pas, la civilisation Maya, le début de la pharaonie en Égypte, le début de la monarchie en France, de la naissance du royaume de France. Je crois que j'aurais bien aimé voir naître le royaume de Jérusalem, moi. Voyez-vous? Voilà. Première croisade, deuxième croisade, constitution du royaume de Jérusalem, ils sont 3000, et ils créent un royaume qui a tenu pendant près de 3 siècles. Ça, j'aurais aimé, oui. C'est pas possible. Non. Mais vous pouvez faire un premier roman autour de ça, non? Un prochain roman, pardon, premier, c'est déjà fait. Oui, bien sûr. Vous écrivez là où En ce moment, vous non. claquez le fric que vous gagnez? Permettez que je me repose un peu. Il faut recharger les batteries, vous savez. Les petites cellules grises, ça s'use. Jean Raspail, voici pour vous, c'est peut-être le début du prochain roman, je ne sais pas, une page blanche avec j'allais dire un marqueur, mais j'ai eu peur de me faire un petit peu engueuler. Pourquoi Alors, un marqueur? parce que c'est anglais. U-E-U-R. Ah d'accord. Un marqueur, du verbe marquer, pas de problème. Hein. Une plume moderne. Alors qu'écrivez-vous sur la page blanche? On a souvent tort d'avoir eu
raison trop tôt. Vous nous la redites? On a souvent tort d'avoir eu raison trop tôt. C'est de vous? Pas tout à fait, c'est une constante que j'ai remise en forme. Merci Jean Raspail. Cette émission a été réalisée par Adèle, elle était préparée par Annie Drouard avec la collaboration de Virginie Rouzic et Ingrid Cotel. Demain, je recevrai un homme qui adore la décadence, donc j'imagine que nous en parlerons. Pierre Berger, président des Opéras de Paris. Lundi, vous avez fait la tête, Jean Raspail? Non. Lundi, je recevrai Paul Prébois. Mardi prochain, Bernard Bosson, ministre des Transports, de l'Équipement et du Tourisme. Mercredi, Marie Laforêt. Jeudi, donc dans une semaine, Michel Morgan. Et vendredi, Maurice Lévy, président directeur général de Publicis. Et je voudrais quand même signaler que votre dernier livre, 7 cavaliers, est publié aux éditions Robert Laffont. Alors le titre, c'est 7 cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'ouest qui n'était plus gardée. Ça, c'est pas médiatique, hein, c'est un peu long comme titre. C'est justement, ça a fait le succès du livre en plus de son contenu. Puisqu'on nous le demande souvent, cet indicatif est signé Beethoven, il a été écrit en 1820, il est interprété par Ivo Pogorelic. Monarchiste, républicain, anard, docile, rebelle, oppresseurs et opprimés, nomades et sédentaires, françaises et français, écoutez la 19e heure du jour arrivée. Il est 18h, vive la reine.